par Charlotte Lazimi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante en communication, ancienne journaliste freelance. Vous avez travaillé pour pas mal de magazines, dont l'Express.fr ou le magazine Elle, par exemple. Et vous avez écrit « Toutes les femmes ne viennent pas de Vénus, l'égalité aujourd'hui » aux éditions Michalon. Sophie de Menton, bonjour à vous. Bonsoir, plus exactement. Vous êtes chef d'entreprise, présidente d'Éthique, qui est une organisation patronale. Et vous avez, sur le sujet du harcèlement, votre organisation a transmis une lettre ouverte aux salariés pour leur dire leur inquiétude de l'hystérie collective. On va y revenir ensemble dans une seconde. Michel Taube, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de 24 heures week-end. Vous êtes fondateur du site Opinion Internationale. Et puis Judith Weintraub est sur ce plateau aussi. Bonsoir à vous, Judith. Bonsoir, journaliste politique au Figaro Magazine. Un discours d'une heure, donc, ce matin très solennel à la mi-journée et à l'Elysée. Emmanuel Macron a alterné les annonces sur lesquelles on va revenir évidemment et les moments très solennels, parfois même applaudis de son public. Regardez. La honte que subissent ces femmes, une honte illégitime parce qu'elles sont déjà victimes, cette honte doit devenir celle de ces auteurs de violence. Et c'est surtout une honte civique et politique, une honte nationale. Une femme meurt tous les 3 jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables. C'est pourquoi, au silence vide de l'indifférence, je vous propose ce matin d'opposer le silence vibrant du respect pour Sophie, Anna, Émilie, Fatima, Catherine. Je ne le citerai pas toutes. Elles sont 123 à être décédées en 2016. Je vous prie d'observer une minute de silence en hommage à ces femmes battues, violées et tuées. Et je le dis à tous les hommes de la République, c'est leur dignité même à eux qu'ils bafouent ce faisant. C'est leur part d'humanité qu'ils décident de réduire. C'est leur part de citoyenneté à laquelle ils renoncent. À chacun de ces actes, à chacun de ces moments. Je me suis en effet engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète des violences faites aux femmes. Nous allons donc entreprendre une action résolue fondée sur 3 priorités. La première, l'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité. La deuxième, celle qui consiste à mieux accompagner les victimes. Et la troisième, celle de renforcer l'arsenal répressif. Je veux leur dire aujourd'hui solennellement, vous n'êtes plus seuls. Il y a un gouvernement qui est à vos côtés, un Premier ministre qui est là avec plusieurs ministres et un président de la République qui croit dans ce combat. Je serai personnellement attentif à ce que cette grande cause remplisse pleinement sa fonction. Celle de faire de notre société une société plus égalitaire, plus juste. Et je sais pouvoir compter sur votre exigence, votre vigilance à chaque instant si nous ne sommes pas au rendez-vous. Voilà pour les moments forts donc, de cette intervention ce matin. Alors on va revenir sur les mesures et sur la faisabilité, bien évidemment. Mais d'abord, simplement pour avoir votre avis, est-ce que c'est un discours qui fera date? Est-ce que vous avez été convaincu jusqu'au bout ce matin? Alors je pense qu'on peut se réjouir de cette minute de silence, de ce sérieux, de cette sensibilisation de la société qui est extrêmement importante, de montrer que ces femmes ne sont pas seules et que ce n'est pas des mortes par hasard. Ça, c'était extrêmement fort, extrêmement important. Il y a des mesures qui sont très intéressantes et je pense qu'on va y revenir. Après, il y a des annonces. Emmanuel Macron est très doué dans la communication. Donc, est-ce que ces annonces vont être suivies des faits? Et ça, c'est bien qu'il y ait eu cet épisode qui a duré 1 heure parce que dans 5 ans, on pourra faire les comptes et voir si les mesures annoncées ont bien été mises en œuvre. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, beaucoup de choses à revoir et il ne faudrait pas que ce soit juste un beau plan de communication. Mais en tout cas, la minute de silence avait un ton très solennel. C'est important. Qui est important. C'est la première fois d'ailleurs. C'est la première fois. C'est la première fois. Oui. Mais après, de là à dire que c'est le président des femmes, je pense qu'Emmanuel Macron a encore un peu de travail sur le sujet. Sophie de Menton, est-ce que pour vous, c'est un discours qui fera date?
C'est une bonne question. Qui fera date? Je ne crois pas, parce qu'il se passe tellement de choses que c'est juste ça. Je pense qu'il est talentueux, il est convaincu. Quand Macron dit quelque chose, je suis sûre qu'il le ressent. Moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est pas du tout le fait qu'il annonce des mesures. Je ne crois pas aux mesures, je ne crois pas aux moyens, à l'argent. Je ne crois pas à ça pour un sujet comme ça. Un sujet, et on y reviendra, qui me semble, c'est très exaspérant parce qu'on mélange absolument tout, y compris la condamnation, la non-condamnation, enfin d'une enfant de 11 ans, la non-condamnation de celui ou limité de celui qui l'avait violé, on en reparlera. On mélange absolument tout, le harcèlement de rue, le viol, les femmes tuées, les femmes battues, la promotion, etc. Je pense que c'est dommage. Mais en revanche, il a dit quelque chose que personne ne dit suffisamment, il a parlé aux hommes. Et pas uniquement aux femmes. Il a dit, c'est une part d'humanité qu'on vous enlève, c'est votre citoyenneté, c'est exact. Et moi, je voudrais en appeler aux hommes, parce que tous ces hommes qui sont autour de nous, que nous aimons, qui ne sont pas des porcs, eh bien, quand on se fait harceler dans la rue ou suivre, si on aborde l'un d'eux, ou si au bureau, on dit, oh là là, ça fait 10 fois que dans le bureau, il essaie de me coincer, j'en peux plus, il n'y a personne. Alors, je suis très agacée de voir que les hommes montent au créneau en disant qu'il faut des lois, des moyens, etc. Ça commence par une responsabilité individuelle et collective. Et c'est le premier Emmanuel Macron qui s'adresse aux hommes. Et j'aimerais que ça aille beaucoup plus loin. Et c'est la seule façon, je crois en la responsabilité individuelle, c'est la seule façon, dans les entreprises par exemple, et on y reviendra aussi, il faut que quand une femme débarque dans un bureau et dit voilà, j'ai des problèmes, c'est plus possible, que tout le monde se planque pas. C'est invraisemblable. Vous avez le sentiment... Il y a une lâcheté collective. Vous êtes lâcheté collective, mais qui vient que des hommes ou pas? Parce que, donc, Michel Taub, vous êtes le seul homme sur ce plateau. Quand Emmanuel Macron dit... il a répété plusieurs fois le mot honte pendant son intervention. Il faut que la honte change de camp. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que la honte passe des femmes aux hommes ou des harcelés, ES ou ES d'ailleurs, aux harceleurs ou harceleuses? Pas des femmes aux hommes, mais des victimes à leurs agresseurs. Qu'est-ce que vous répondez à ce tous les hommes ne sont pas des agresseurs et c'est pas ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron. Moi, pour répondre à votre première question, je pense effectivement que c'était un grand discours. Je pense qu'Emmanuel Macron a pris la mesure de la gravité des faits qui sortent enfin au grand jour. Et ce contrepoint de faire une minute de silence à un moment où la parole se libère, c'était très fort en fait. C'était très fort. Macron a un rapport à la vérité qui est assez étrange. Dans tous ses discours, il parle souvent de la vérité et il tente, il le dit, de s'approcher de la vérité. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments dans son discours qui, encore une fois, où il a touché, je pense, à la vérité de ces violences faites aux femmes de façon systémique et séculaire, lorsqu'il dénonce cette barbarie dont le visage nous est familier. Parce qu'en fait, les agresseurs, ceux qui commettent des viols, ce sont des conjoints, ce sont des parents, en majorité dans l'entourage, ce sont des supérieurs hiérarchiques dans le travail, etc., etc. Donc il y avait des moments très forts. Après, on en reparlera tout à l'heure, il y avait des manques aussi. Et il y avait un côté aussi, ramener tout à lui. C'est vrai de commencer son discours en disant ce sont les marcheurs d'En Marche qui les premiers l'ont alerté sur le fait que pour les Français, la priorité, c'était les violences faites aux femmes. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une journée contre les violences faites aux femmes qui a une telle résonance, ça vient pas de là. Ça vient des ça vient des États-Unis. Même si tout cela était prévu avant, il en avait parlé dans son programme, Emmanuel Macron. Oui, mais pas aujourd'hui. De même qu'il n'a pas dit, et c'est quelque chose que je relève dans plusieurs de ses interventions, même sur des questions internationales, multilatérales, il a tendance à les ramener tout à lui. La question des violences faites aux femmes, la journée du 25 novembre, c'est une initiative des Nations Unies, de l'ONU, qui a été instaurée en 1999, qui a été mise aux couleurs de votre pull ce soir qui est orange. Alors je l'ai appris, je ne savais pas. Voilà, c'est l'Orange Day, qui est la journée orange, qui est une initiative de l'ONU Femmes, qui est donc la dimension femmes des Nations Unies, autant de choses qu'il n'a pas évoquées. Mais c'est vrai que son discours était très fort, qui s'adressait autant aux hommes qu'aux femmes. Et c'est vrai que c'est aux hommes autant qu'aux femmes de prendre en main ce combat qui est universel. Alors, Judith Weintraub, votre avis à vous sur cette intervention? Avis général, moi j'ai trouvé que c'était un discours d'un bon niveau et que justement il englobait bien
toutes les dimensions du problème, du harcèlement au viol et tous les endroits où les femmes peuvent en être victimes. Et j'ai bien aimé notamment qu'ils ne fassent pas l'impasse que font malheureusement beaucoup d'associations qui se revendiquent féministes sur les conséquences pour les femmes de la radicalisation islamiste dans les quartiers. Première chose. Il y a une chose. Très peu évoqué aujourd'hui. Il en a parlé, il en a déjà parlé, c'est déjà bien. Ça pose le problème de la faisabilité de cette contravention pour harcèlement de rue, mais ça on en parlera plus tard. Une chose m'a gênée, c'est que dans son discours, les femmes sont entièrement victimes. Le respect de soi-même, la capacité de se défendre, c'est d'abord à la femme. Elle ne le peut pas toujours, et là, l'État doit intervenir, ou comme dit Sophie, l'aide d'un homme peut être efficace, la pression sociale, mais c'est d'abord aux petites filles qu'il faut apprendre qu'elles doivent se faire respecter, et c'est extrêmement important. C'est émouvant qu'ils rendent hommage aux victimes. La minute de silence était évidemment importante, émouvante, venant d'un président de la République. C'était une première. J'aurais aimé qu'ils rendent hommage aux femmes qui se battent, aux associations qui se battent. Je pense à la Brigade des mères, par exemple. Je pense à une certaine époque aux femmes sans voile d'Aubervilliers. Ça aurait été bien aussi. Il a quand même rendu hommage aux associations qui étaient très présentes d'ailleurs et qui avaient aussi beaucoup œuvré pour... Il rend hommage aux associations d'aide. Oui. La Brigade des mères, vous connaissez, hein, c'est Nadia Rebadna qui a soulevé le lièvre des femmes indésirables dans les cafés de Sevran et d'ailleurs. Charlotte Lazimi, vous entendez ce que dit Judith Weintraub ? En fait, j'aimerais juste réagir. Alors effectivement, on a beaucoup parlé des victimes, mais c'était aussi à elles qu'on s'adressait. Et moi, je pense qu'il faut s'adresser à l'ensemble de la société. Et je pense aussi qu'il faut faire attention, et je pense que c'est pas du tout votre intention, mais à ne pas les culpabiliser. Parce que quand on est victime d'une agression et qu'on ne peut pas se défendre. Et ça, c'est la réponse qui interdit. Non, pas du tout. Mais je dis juste, c'est quand même important. Ensuite, je rebondis aussi sur ce que disait Sophie. Là, on a un point de désaccord. C'est la question des moyens. On a très peu parlé des moyens. Aujourd'hui, a été estimé par Sciences Po le coût des violences faites aux femmes. Je ne compte pas le coût des violences sexuelles. Je parle que des violences faites aux femmes, plutôt des violences conjugales. Ce coût, il est estimé par Sciences Po, il a été estimé en 2012 à 3,6 milliards d'euros. Ce coût, c'est les coûts de santé, c'est les coûts de justice, etc. Donc, quand on voit le plan de Emmanuel Macron, qui est quand même considérable, on débloque 480 millions d'euros, c'est considérable, mais on voit bien que 3,6 milliards d'euros, c'est beaucoup plus et qu'on est quand même très loin du compte. Aujourd'hui, quand on a des femmes qui sont pourchassées par leurs conjoints, qui les menacent de les tuer, qui peuvent, comme on l'a vu dans des faits divers très récents, tuer des personnes qui essayent de s'interposer. Il y a eu ce fait divers très récent où un jeune homme s'interpose parce qu'il est en train de menacer sa femme et le jeune homme de 20 ans est tué d'une balle dans la tête. Et où ensuite il va tuer le beau-père. Mais ça, c'est extraordinaire. C'était une violence. En fait, il s'attaquait à sa conjointe. C'est ces meurtres dont on parle. Donc vous dites l'intention du président et sans aucun doute bonne et on peut évidemment... Il faut des moyens. Il faut des moyens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des refuges pour ces femmes. Il faut qu'il y ait un arsenal législatif qui les permette de les protéger. Et parfois, je pense que je suis en mesure de me protéger, mais je vous avoue que quand je rentre tard le soir chez moi, quand je prends le métro et que je suis agressée par quelqu'un et embêtée, mais c'est un classique. Je veux dire, je veux pas être dans la victimisation. Ça arrive quand même très fréquemment. Et que je rentre chez moi la boule au ventre, que j'enlève mes écouteurs pour être sûre qu'il ne va rien m'arriver. Pourtant, je sais me défendre. Mais je peux faire une mauvaise rencontre et c'est pour ça que des moyens doivent être débloqués et qu'on doit protéger. On va rentrer dans les moyens justement. On va rentrer dans les moyens si vous voulez bien. Donc il a dit d'ailleurs qu'il voulait mettre des caméras dans les transports par exemple pour sécuriser un peu les femmes, proposer aux femmes de pouvoir monter avant l'arrêt de bus et descendre avant l'arrêt de bus si nécessaire sur simple demande lorsqu'elle l'estime nécessaire ou qu'elle se sente pas en sécurité. Il a reparlé aussi, il y a eu 2 dossiers sur lesquels on l'attendait précisément. Cette histoire que vous avez abordée tout à l'heure, Sophie de Menton, sur la présomption de consentement et puis la prescription rallongée, le délai de prescription rallongé. On va l'écouter d'abord sur la présomption de consentement. Mais je veux ici vous donner une conviction. On est dans des sociétés...
Pardon ? Majorité C'est ça, sexuelle. c'est comme ça qu'il l'a justifié. d'ailleurs. Absolument. Je pense qu'on est dans une société où il en a aussi parlé avec la pornographie qui est accessible partout, avec une société de licence et tout. Il faut revenir aux fondamentaux. Évidemment. Il faut revenir au respect. Et je pense que c'est très important de mettre des barrières légales et symboliques, qui sont de dire effectivement un enfant, même adolescent, est encore un enfant, un mineur, et doit être considéré comme ne pouvant pas être assez lucide pour être consentant à des actes sexuels. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Ça fait partie de cet équilibre qu'il essaie de trouver en matière de valeurs et d'éducation entre la liberté et les notions de respect. Il y a un mot d'ailleurs qui a été beaucoup employé, notamment par Jean-Michel Blanquer, juste avant l'intervention du président de la République, c'est la notion de respect. Et c'est vrai que le respect, c'est la meilleure solution contre les violences faites aux femmes. Et à tel point qu'il y a une phrase de notre Code civil que toutes celles et ceux qui se sont mariés un jour connaissent très bien. Tous ceux. Non, toutes celles et ceux qui se sont mariés. Pas d'inclusif. Toutes celles et ceux qui se sont mariés, j'y tiens. L'article du Code civil, les époux se doivent assistance, sûreté et fidélité. Le législateur a ajouté en 2006 le respect. En 2006, ça a été ajouté. 2006. Et le respect a été mis même avant la fidélité, la sûreté et l'assistance. Et c'était dans quelle loi? C'était dans une loi de 2006 contre les violences conjugales. Donc ceci, c'est pour dire aussi que, un, la notion de respect elle est fondamentale pour protéger les femmes, et deux, Emmanuel Macron n'a pas non plus tout réinventé. C'est-à-dire qu'il y a toute une tradition récente, enfin donc c'est peut-être pas tant une tradition que cela, de législateurs de rattraper des retards dans la loi pour mettre les femmes à égalité. Non, mais tout ça me semble extrêmement abstrait et ne va pas répondre à une urgence. Parce que les violences faites aux femmes, je continue, c'est une urgence. C'est tous les jours. C'est en rentrant ce soir. Donc, je suis très sceptique sur les moyens, l'argent, etc. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental et qui peut démarrer demain matin. C'est l'éducation. C'est l'école. C'est le dire. C'est les parents qui doivent intervenir. Je crois encore une fois à la responsabilité individuelle et collective de nous tous. Sur l'école, vous verrez un reportage tout à l'heure en deuxième partie. On est allé tourner justement dans une école où les associations viennent parler aux lycéens. Donc on en reparlera dans la deuxième partie tout à l'heure. Et ça, c'est très fondamental. Il a annoncé des réunions à la rentrée. C'est pour ça. C'est ce qu'on est allé tourner tout à l'heure. Et contre la pornographie, il y a une responsabilité à avoir parce que ce sont également, tout est disponible sur Internet. Et les lois, on sait que les lois, Internet passe à travers les lois. Donc il y a vraiment là des mesures à prendre par les parents eux-mêmes ce soir qui nous écoutent, qui savent que leurs enfants peuvent regarder la télévision, etc. En fait, ce que vous dites, c'est oui, on peut faire des lois, on peut décider mais c'est un changement de mentalité, la présomption de consentement. C'était ma question. La question que je voulais vous poser justement sur l'idée de la présomption de consentement, c'était de vous dire est-ce qu'il faut forcément passer par la loi ou est-ce qu'il ne faut pas laisser au juge Comment est-ce qu'un juge peut considérer qu'une enfant à 11 ans était un tant soit peu consentante? Comment peut-il, dans les jours qui viennent, dire, j'ai une petite fille de 13 ans, dire à 13 ans, ah ben non c'est mieux, on va le faire à 13 ans. À 13 ans, quelle est la différence? Ça dépend évidemment de la puberté des enfants, de la maturité. Il peut y avoir des femmes à 14 ans. Ma question, Sophie de Menton, c'est est-ce il faut absolument légiférer là-dessus? C'est navrant qu'il le faille. Alors, il le faut. Il le faut. Il y a une majorité sexuelle, je pense que ça suffit, et que le président de la République, en l'occurrence, a tout à fait raison, et c'est beaucoup mieux que n'importe quelle nouvelle loi qui interviendrait. Mais ce que je trouve navrant, c'est que tout ça, toutes ces mesures, ces lois, cette protection assez souvent artificielle vont à l'encontre du bon sens et de la prévention de tous. C'est malheureux, mais c'est nécessaire. Oui, mais je ne sais pas si... Je voudrais la réaction de... Pardon, je voudrais faire réagir Judith Weintraub là-dessus, et ensuite on va parler au délai de prescription. Alors moi, je trouve qu'il serait prudent de ne pas se prononcer sur un cas particulier. Nous ne connaissons pas... Deux cas particuliers. Nous ne connaissons pas le dossier c'est vrai. De cette fille de 11 ans. C'est pas une fillette, c'est une préadolescente. De cette fille de 11 ans, les juges, a priori, ne sont pas tous dingues ou irresponsables. Donc je me garderais bien de porter un avis sur le fond de cette affaire que je ne connais pas. Je ne connais pas les pièces. Sur l'âge de consentement, ça me paraît effectivement sensé et raisonnable de le faire coïncider avec l'âge de la majorité sexuelle. Alors, autre annonce importante, ce délai de prescription rallongé, tout cela avait été remis sur le devant de la table grâce à une femme comme Flavie Flament pour des crimes enfouis, notamment dans la mémoire. On va écouter le chef de l'État. Nous avons
ainsi décidé d'allonger le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur mineurs. Si l'imprescriptibilité n'est pas une solution pertinente, il s'agit en revanche d'allonger ce délai en le portant de 20 à 30 ans. C'est ce qui sera fait dans le futur projet de loi consacré aux violences sexuelles et sexistes qui sera présenté en 2018. Charlotte Lazimi, il dit l'imprescriptibilité n'est pas pertinente. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que, par exemple, on compare aux crimes contre l'humanité. On ne peut pas mettre tous les crimes au même niveau. Et le crime contre l'humanité, par exemple, les crimes de guerre, sont des crimes imprescriptibles et qui ont effectivement une gravité de par leur ampleur. Donc c'est ce qu'il explique. C'est une excellente nouvelle qu'il y ait cet allongement de la prescription. Mais la force d'Emmanuel Macron, et c'est là où il y a une force aussi dans la communication, c'est qu'on arrive à un moment où ce débat est dans la sphère publique et il réussit à s'en emparer et à faire des annonces alors que le combat de Flavie Flament est un combat qui a lieu depuis des années et des mois, qui a eu récemment le film La Consolation qui raconte son histoire, donc qui réussit à le récupérer aussi et à en faire une annonce alors que ça a été porté par des associations et par d'autres députés. Mais la finalité, c'est que ce soit mis en place. On peut effectivement s'en réjouir parce que c'est le président de la République. Récupérer qu'il faut utiliser. C'est tout simplement qu'il adhère et que et à un moment on peut effectivement s'en réjouir parce que de par sa posture, peut-être effectivement vous avez raison, le mot récupérer est peut-être un peu malheureux, mais c'est vrai que ça aide son discours. Et moi, la question que je me suis posée, c'est que Emmanuel Macron, je pense qu'il est très investi sur cette question, mais je ressens, de par les décisions qu'il a prises auparavant, on n'a pas de ministre des droits des femmes, on a une secrétaire d'État, on a un budget qui a été amputé de 7,5 millions d'euros, donc là on le rehausse, mais ça reste un budget dérisoire, c'est 0,3%. On a besoin d'argent et de financement. Aujourd'hui, ce sont les associations. On a un travail qui est fait par les associations qui est considérable. Quand il y a des violences, on fait le numéro 3919, si je fais pas erreur. On a, avec la libération de la parole, beaucoup de femmes qui appellent parce que tout d'un coup, elles sentent la force d'appeler, mais si elles appellent, il faut qu'il y ait quelqu'un pour leur répondre. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Il faut quelqu'un pour les écouter, on a bien compris. Mais même, quand bien même quelqu'un les écoute, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il y a quand même une histoire de protection. Enfin, je sais pas, je me mets moi à la place d'une femme qui va aller à la police ou appeler le 39. Il y a beaucoup de mesures qui va dire attention, mon mari me tape dessus. Elle rentre chez elle après. Qui sont mises en place en Seine-Saint-Denis, par exemple. On a une mesure d'un téléphone d'urgence quand, par exemple, le conjoint ou l'ex-conjoint a été condamné, qu'il n'a plus le droit d'approcher sa femme ou son ex-femme parce qu'il la menace, parce qu'il est dangereux. Il y a un téléphone, par exemple, qui est mis à la disposition de ces femmes et qui, quand elles voient qu'il est là, elles appellent et la police arrive directement. Donc ça, c'est des mesures de protection qui sont extrêmement claires pour ces femmes-là. C'est aussi les mettre dans des endroits, dans des refuges où elles vont pouvoir être extraites du milieu familial et elles vont pouvoir être à l'abri du conjoint violent. On a des foyers où on ne donne pas les adresses pour que ces femmes soient protégées. Mais ce travail des associations ici n'a pas de soutien financier. Il ne peut pas être fait. Dans le cas des violences sexuelles, sur une femme sur 10 seulement porte plainte. Là, ce qui est formidable avec le plan qui est annoncé par Emmanuel Macron, c'est qu'on facilite la plainte, le dépôt de plainte, c'est qu'il y a un accompagnement, c'est qu'il y a un centre psychodramatique. Dans les petites villes notamment. Exactement. Parce que dans les petites villes, quand tout le monde vous connaît, quand tout le monde connaît votre éventuel conjoint, si c'est votre conjoint agresseur, batteur, violeur, la pression sociale qui vous empêche de se montrer dans la rue, d'aller au commissariat, de vous adresser à des policiers qui éventuellement connaissent le conjoint, fait que c'est extrêmement compliqué. Et ça, il faut des suites aussi. J'ai regardé les chiffres. En 2016, 37 000 plaintes, c'est déjà une bonne mesure. 6 000 condamnations. 37 000 plaintes, 6 000 condamnations. Ça ne veut pas dire que tout le monde est coupable. 3% des personnes qui sont accusées, qui sont, lorsqu'il y a plainte, seulement 3% aboutissent à une condamnation. Seulement 3%. Donc effectivement, il faut se réjouir et il faut reconnaître les avancées, il y en a beaucoup, mais il faut aussi s'interroger sur l'après. Et l'entourage, le nombre de gens qui... Il nous reste une minute avant la pub. Juste l'entourage, les gens qui savent qu'une femme est battue, les amis autour, qui savent très bien qu'elle se fait tabasser, et c'est pas mon problème et personne n'en parle. Je pense aussi que libérer la parole des femmes, c'est une chose. Moi, je pense que l'entourage a son rôle à jouer. Tout le monde a connu, moi je l'ai connu, avec une amie, même deux, qui étaient battues, qui avaient des traces. Qu'est-ce qu'on fait? Personne ne veut s'en mêler en disant non, c'est pas notre problème. Si, alors maintenant,
Ça m'est arrivé avec une amie qui était une très bonne amie qui se faisait battre régulièrement, à laquelle je disais va-t'en. À l'époque, elle n'avait pas encore d'enfant. Protège-toi. Réponse. Et on a fini par. Et pardon, j'ai pas fini. On a fini par se brouiller totalement. Elle m'a répondu, tu ne connais rien à la passion. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans c'est très important parce que le schéma selon lequel les femmes qui se font battre, quand elles arrivent à échapper au mari batteur, se retrouvent un compagnon batteur, c'est pour ça que je parlais de l'éducation des petites filles tout à l'heure, est un immense problème. Alors, vous restez avec nous, on va se retrouver dans quelques